les esthètes de la ferraille. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau podcast de la confrérie des esthètes de la ferraille qui sera consacré ce soir à l'étude du fusil automatique Heckler&Koch G-Dry, c'est-à-dire en bon français le G3A3. Monsieur Pretoria, c'est votre fusil fétiche. Lâchez-vous, lancez-vous, défendez-le, offrez au monde une nouvelle vision sur cette créature allemande qu'est le G-Dry. Oui, merci Monsieur Abidjan. Effectivement, le fusil automatique G-Dry est une arme automatique qui fonctionne de manière assez originale par culaston calé à ouverture retardée par galet, qui est en fait une espèce d'astuce mécanique en lieu et place d'un verrouillage classique. Il utilise la munition assez puissante pour cette catégorie d'armes de 7,62 autant ou 7,62 par 51. Kennen Sie den alten Witz? Der Ausbilder fragt, in wie viele Teile das G3 zerfällt. Antwort, das kommt drauf an, wie man's hinschmeißt. Der hat einen Bart. Naja, aber wussten Sie wirklich, dass das G3 aus gut und gern 200 Teilen und Teilchen zusammengebaut wird? Attardons-nous d'abord sur le développement et la carrière opérationnelle de cette arme. Il s'agit d'une concept qui est né avec le Sturmgewehr 45, qui lui était conçu pour la cartouche intermédiaire de Witt-Kurz, qui a été développé ensuite au travers de différents prototypes réalisés en France, dans différents calibres intermédiaires également, puis qui a été finalisé en Espagne par le 7 mai au courant des années 50. Alors, ce qui est assez intéressant avec cette arme, c'est que elle a été modifiée pour être finalement adoptée par la Bundeswehr, car la Bundeswehr devait trouver un remplaçant au vainqueur du premier concours, qui était le G1, autrement dit le FN-FAL. Et ce, pour des raisons d'imbroglio politico-économique. C'est une arme qui a été en service dans beaucoup de pays, plus d'une cinquantaine, et elle participa à de nombreux conflits des années 60 à nos jours sur tous les continents. Elle connaît également une production sous licence, notamment en Norvège, Portugal, qui se poursuit à l'heure actuelle au travers du Pakistan et de la Turquie notamment. En termes de propriété intellectuelle, elle appartenait à la RFA, donc la République fédérale d'Allemagne, et c'est au travers du complexe militaro-industriel allemand que fut promu le duo G3-MG3 dans le même calibre, le MG3 étant la mitrailleuse dérivée de la MG42, pour la production sous licence au travers des différentes entreprises qui étaient Heckler&Koch, le G3, Rheinmetall pour la MG3, Men pour la munition et Fritz Werner pour les outillages. Donc à savoir, ce qui était vendu, c'était non pas des armes, mais des lignes de production pour la production sous licence. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter, monsieur Rangoon, sur ce que j'ai développé ? Non, effectivement, je pense que vous avez parfaitement résumé. C'est tout le business model de HK à l'époque, et plus généralement de ce que la RFA pouvait vendre, c'est-à-dire une concept d'usine clé en main. On peut aussi rappeler que Heckler&Koch avait non seulement une division armes, mais avait aussi une division qui s'appelait Maschinenbau, et dont la spécialité était la fabrication de l'outillage et de la machinerie pour fabriquer les G3. Ok, bah écoutez, merci pour ce complément d'information.
Je vous propose qu'on continue à parler du Heckler & Koch G-Dry pour sa composante pratique cette fois-ci. Alors, c'est une arme qui est relativement onéreuse, puisque suivant les variantes, si on a une arme de surplus ou une arme neuve, on se situe aux alentours des 1600 à 2600 francs. La munition, assez paradoxalement, a été modérément impactée par la crise que nous connaissons actuellement dans le domaine et qui est toujours en cours malheureusement. On se situe aux alentours de entre 550 et 700 francs le mille, ce qui est finalement, à l'heure actuelle du marché, l'équivalent de la 5,56. En termes de disponibilité, c'est une arme qui est relativement courante, avec une munition qui est très facilement disponible, que ce soit de la munition manufacturée de grande qualité ou de la munition de surplus de différents fabricants. Les magasins sont courants et économiques, tant leur version en tôle d'alu qu'en tôle d'acier. Les pièces détachées sont relativement disponibles. Par contre, les optiques d'origine sont en voie de raréfaction, avec des prix qui commencent à devenir assez importants. En termes d'ergonomie, l'arme est longue et lourde, mais elle est correctement équilibrée. Le problème majeur en termes d'un point de vue ergonomique, c'est la poignée de charge escamotable, qui est difficilement manipulable en position couchée ou en cas de dérangement. Listen, I didn't come all this way for you to just be gentle with me, alright? I need you to slap me hard. I need to go into battery, alright? Give it to me. Don't hold back. Do the HK slap. On peut aussi noter que suivant les versions, le levier de sûreté peut se relever difficile d'accès suivant l'anatomie de la main, respectivement la taille de la main de l'utilisateur. À ce niveau-là, j'ai une question à vous poser. De votre expérience, est-ce que la manipulation du levier de sécurité, est-ce que c'est comme sur un MP5 SEF, c'est-à-dire que elle est difficile d'accès et si on déchausse la prise en main, on arrive facilement à engager la sécurité, mais le résultat, c'est que très facilement, on peut aller envoyer le sélecteur sur full. Alors, dans les exemplaires que j'ai essayés, elles étaient systématiquement modifiées en semi-automatique uniquement, donc je n'ai pas d'expérience à proprement parler. Par contre, je confirme que pour pouvoir désassurer l'arme, on est obligé de casser la tenue sur la poignée pistolet. D'accord, oui, le point est intéressant parce que c'est très courant justement sur le MP5 que les utilisateurs s'entraînent en fait à maîtriser une rafale courte du fait de la difficulté à gérer le sélecteur. Mais ce qui sur un G3 doit être autrement plus problématique vu le recul en jeu. Oui, effectivement, ça fait une très très belle transition sur le comportement de l'arme. Le G3 tirant une munition de calibre majeur, donc le 7,62 par 51, combiné au mode d'opération qui est une culasse non calée à ouverture retardée, on se retrouve avec un recul qui est sec et important, qui rend finalement assez difficile le coup par coup rapide, ou si on passe par inadvertance sur le mode full, on voit très rapidement les limitations du mode complètement automatique sur cette arme. Après, les autres aspects du comportement de l'arme, et ça c'est quelque chose qu'il faut porter au crédit du G3, c'est qu'il est doté d'organes de visée qui sont très efficaces, avec une hausse tambour qui est similaire à celle qu'on peut trouver sur le SIG 540, qui sont des armes postérieures, et également le FAS 90. Un autre aspect qui est très souvent critiqué, c'est la détente qui est assez lourde, mais
par rapport à d'autres standards du genre, a finalement un départ qui est satisfaisant, ou au moins dans la norme pour cette catégorie d'armes. Un autre aspect qui devient important, puisque bon, le J3 est une arme qui est lourde, hein, je l'ai déjà dit, c'est le port. Et malheureusement, la sangle d'origine n'est finalement adaptée qu'au transport de l'arme et doit être idéalement remplacée par une sangle plus adaptée et plus moderne pour faire un usage dynamique confortable. Par contre, l'arme étant bien équilibrée, on peut très bien la porter arme en main pour de longues périodes sans que ce soit désagréable. Un petit point particulier qui est lié au mode de fonctionnement encore une fois, les manipulations de l'arme doivent être adaptées pour notamment faire le contrôle de charge. Respectivement, au moment où on veut préparer l'arme au tir, on observe de quel côté se présente la cartouche dans le magasin, insertion magasin, mouvement de charge, retrait magasin, et on observe si l'alimentation a été efficace, la cartouche suivante se présente sur l'autre côté du magasin. Et c'est particulièrement important sur le G3 parce qu'on ne peut pas, avec un très très grand risque de créer un dérangement, faire un contrôle de charge au standard actuel. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce point, Monsieur Rangoon ou Monsieur Abidjan? Moi, je dirais qu'effectivement, la chambre en plus est relativement éloignée par rapport à la fenêtre d'éjection. Donc vraiment le seul moyen de vérifier si une cartouche est chambrée, c'est comme vous l'avez dit par le chargeur. Après bien sûr c'est quand même une arme lorsque vous êtes couché. Accéder à la poignée de charge est toujours un challenge avec. Il faut avoir le bras assez long. Donc d'un point de vue de l'ergonomie, ça présente aussi un certain challenge. C'est très spécial. Et indépendamment d'avoir le bras assez long, il faut avoir la force suffisante pour Oui, pouvoir commencer à déployer la poignée de charge. De ce point de vue-ci, j'en ai fini avec le G3 en pratique, pardon. On peut tout doucement aller vers la conclusion. Hunderte solcher Arbeitsgänge sind notwendig, bis erst einmal die Kleinteile gefertigt sind. Vom Schlagbolzen bis zum Visier, vom Abzugskasten bis zum Kornhalter. Dies sind Produktionsstadien des Gehäuses, des Griffstücks und des Magazins. Aber auch die Kunststoffteile werden hier hergestellt. Schulterstütze, Handgriff, Handschutz. Alors, d'un point de vue historique, dont j'avais parlé un petit peu plus tôt, finalement, c'est une arme qui puise ses origines à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui fut présent dans de nombreux conflits coloniaux et guerres de proxy, et est toujours en service en Occident, notamment dans un rôle de fusil de précision, autrement appelé DMR, Designated Marksman, dans la langue de Shakespeare. Et pour tout cet aspect-ci, c'est une arme qui est absolument passionnante et elle mérite, à mon sens, une note de 4,5 sur 5. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la note est vraiment justifiée de par les racines de cette arme. Et à ce que vous avez dit, j'ajouterais aussi que le G3, autant c'était la propriété intellectuelle de la RFA, autant pour HK, ça a été le point de départ de toute une famille. Et c'est aussi pour cette raison-là que c'est très intéressant. Évidemment, la plus connue de ces dérivés, c'est le MP5, le pistolet mitrailleur MP5. Mais il y a également eu le H433 en calibre 5,56,
soit dit en passant, n'est pas non plus une très grande réussite, hein. Mais ça a permis de développer aussi toute une ligne de mitrailleuses, de fusils mitrailleurs alimentés par chargeur, mais également de mitrailleuses en 5,56 et en 7,62 51. Donc il y a vraiment toute une famille qui a été créée autour. Et ça a été vraiment le business model pendant plusieurs décennies de HK. Donc c'était un succès planétaire à ce niveau-là. Oui, effectivement, c'est d'ailleurs un succès qu'on remarque encore de nos jours, hein. Donc c'est vraiment une histoire longue en fait. Puis, comme dit, il a été l'arme de beaucoup de conflits coloniaux ou de guerres de proxy, quoi. J'ai envie de dire que si le FAL, ce serait un peu le Land Rover. Une arme élégante, efficace, mais avec ses petites caractéristiques étranges. Le G3, c'est vraiment le Land Cruiser, le Toyota Hilux ou le Land Cruiser qui sont de tous les conflits et de tous les terrains difficiles. On le retrouve aussi bien à Beyrouth qu'en Iran, en Rhodésie, en Asie du Sud-Est. Je pense que le seul terrain sur lequel il a eu moins d'impact, ce sont les Amériques, où il a eu relativement peu de succès. Encore que on le retrouve présent dans des conflits en Amérique latine ou en Amérique centrale. Ouais, je pense au Nicaragua, il devait y en avoir. Oui, mais ça c'est la filière iranienne. Après, pour moi, si sans doute, oui, mais si je devais, c'est vrai que c'était une arme produite sous licence en Iran, hein, à l'époque du Shah. Si je devais résumer vraiment ce qu'est le G3 pour moi, à défaut de le comparer avec un 4x4, je dirais que c'est vraiment l'AKM de l'Ouest. C'est le monde le bloc communiste avec l'AKM. Ce qui se rapproche le plus dans le bloc de l'Ouest, c'est le G3. Bah, c'est une arme en tôle, c'est une arme consommable, qui est économique. C'est pas une arme qui se prête si facilement à être réparée. Au contraire, c'est plutôt une arme qui se remplace. C'est une arme qui est développée autour d'une famille, un peu de la même manière que l'AKM a un équivalent de fusil mitrailleur qui est le RPK. Même dans une certaine mesure, le SVD, qui est quand même très différent, propose des manipulations similaires et était produit par la même usine qui fabriquait l'AKM. Donc il y a quand même une très forte similitude avec l'arme russe à ce niveau-là, même si le calibre est complètement différent. Et on voit aussi que tant le G3 que l'AKM, les deux ont évolué vers un fusil d'assaut qui tirait en fait une cartouche de petit calibre à haute vélocité. Dans le cas russe, l'AKM est devenu la K74 dans son évolution, et le G3 a évolué vers le HK33. Donc c'est vraiment, je pense, on compare très souvent le G3 au FAL, ce qui est une comparaison aisée du fait du calibre en commun. Mais à mon avis, la comparaison devrait plutôt être faite avec la Kalachnikov en tôle. D'autant plus que, effectivement, le calibre originel aurait dû être similaire à celui de la K. Et ça aurait été une arme beaucoup plus intéressante, à mon avis. Cette arme-là, effectivement, elle a existé, elle s'appelle la HK32. C'est une des premières armes qu'on retrouve en tôle, cette fois-ci en calibre majeur, avec un mode de fonctionnement qui est novateur pour son époque, hein. Comme dit, la culasse non calée à ouverture retardée par galet. C'est minimaliste et c'est économique à produire. Ce ne sera pas économique à réparer en revanche. Et comme l'a très bien dit M. Rangoon, c'est déclinable dans beaucoup de calibres avec un grand succès. Donc, pour résumer tout ça, à titre personnel, je mettrais un petit 4 sur 5 pour tout ce que cette arme a apporté pour l'Occident. Passons à la composante pratique. Alors, la composante pratique sur le G-Drive, c'est finalement une arme qui est relativement simple à prendre en main au niveau utilisateur.
Il n'y a pas de réglage de bus d'empreinte gaz. Le réglage des organes de visée est accessible assez facilement. En revanche, il est, compte tenu du calibre qui lui a été imposé et de son mode de fonctionnement, finalement d'un comportement assez désagréable. Et cela limite réellement les possibilités d'utilisation. Par contre, et comme on le voit depuis quelques années, il excelle en revanche comme fusil de tireur de précision revalorisé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Oui, je pense que peut-être ce qui me vient à l'esprit, c'est autant l'arme elle se prête très bien à l'usage avec une optique comme DMR, et paradoxalement, le coup par coup rapide, en fait, n'est pas son point fort. Donc je pense que ça dépend vraiment comment est, quelle est la conception du DMR qu'on a. Je pense que si le but est d'appliquer un cône de feu sur une cible, le G3 n'excelle pas. Oui, effectivement. Là, la meilleure conduite à tenir, ce serait coup par coup ajusté comme plan A, et en cas d'échec, un coup par coup doublette, tout simplement, pour pouvoir justement, comme vous l'avez dit, avoir une dispersion efficace. Un coup par coup rapide, tel qu'on le pratique avec des calibres mineurs, à savoir entre 1 et 2 coups par seconde, conduit à une ouverture de la GAP qui est vraiment trop importante sur cette arme. Donc, alors, c'est comme dit, c'est pas une arme qui est fondamentalement mauvaise, mais par contre, dans ce calibre-ci, on trouve quand même beaucoup mieux. Et c'est pour ça, la composante pratique, je la limiterai à 2,5 sur 5. Maintenant, pour la composante globale, la note globale, finalement, c'est une arme qui est assez intéressante, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est une arme qui est intéressante, qui a marqué l'histoire, qui est novatrice d'un point de vue technique. C'est l'ami du Gabon. Bongo est l'ami de Giscard. Giscard est l'ami de Bongo. Note globale, cette arme est définitivement intéressante d'un point de vue technique et historique. Elle illustre parfaitement un aspect du complexe militaro-industriel allemand qu'on peut encore voir de nos jours. Et compte tenu de ces caractéristiques, elle présente un réel challenge pour l'utilisateur à l'échelle individuelle. C'est une arme qui nécessite une bonne condition physique et qui finalement est efficace dans des mains qui sont expertes, et ça peut correspondre à une arme pour un tireur qui cherche à s'améliorer, en cherchant une arme qui est difficile à maîtriser, avec un calibre majeur, et là ça peut être vraiment très très intéressant. Et donc pour tout ça, je lui mettrai une note globale de 3,75 sur 5. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je pense que vous avez un problème de coefficient, parce que je comprends parfaitement que son poids historique, je comprends également son intérêt en termes de conception et de technique, mais par contre tous ces aspects, on va dire, de tir, le réduisent son intérêt d'une manière considérable. Vous avez donné 2,5 en pratique. Personnellement, je ne suis pas Arnold Schwarzenegger dans Commando. Moi, je taperais entre et demi et 1 en étant assez généreux. Donc pour moi, 3,75, ça me semble complètement aberrant.
moi, à titre personnel, j'ai une très faible expérience du G3, soyons très clairs. Mais un 2,5, ce serait déjà généreux. Ce serait vraiment en prenant vraiment en compte les côtés swag, le côté culturel, le côté historique, et en mettant de côté, en oubliant la douleur à l'épaule et les hématomes causés par le G3, euh, et vraiment en les mettant de côté et en disant ok, c'est une arme qui est sympa. Mais 2,5 c'est passable, mais 3,75 ça me semble d'une générosité outrageante. Pour moi, c'est une arme que j'appelle, qui fait partie selon moi des ce que j'appelle les Big Four. Big Four, c'est pas une allusion à PwC, Ernst Young, etc. Je considère que c'est le FAL, le G3, la AKM et le M16. Ce sont les 4 armes qu'on rencontre un peu partout sur la planète encore aujourd'hui. Et rien que pour ça, c'est une arme qu'il faut connaître et que c'est bien de pratiquer de temps en temps. Donc je lui donnerais peut-être pas 3,75. Je pense qu'effectivement vous avez été un peu généreux. Mais je donnerais 3,5, 3,25, 3,5. Je pense que 14 sur 20, ça le mérite largement. Pour moi, c'est un des grands classiques et un incontournable, vraiment. Monsieur Rangoon, vous avez oublié d'annoncer vos conflits d'intérêts, votre fascination morbide pour les sbires de la forêt noire de chez HK. Alors, c'est vrai que j'ai été propriétaire, j'ai eu la chance de posséder un des prototypes du G3, mais c'est pas pour autant que j'ai une fascination. Non, 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 non. Votre regard lubrique Pour lorsque autant. vous caressiez cet USP expert l'autre jour à la bourse de Lausanne. N'en jetez plus, n'en jetez plus. Vous devez comprendre que je rentrais de voyage et puis que ça faisait un moment que je n'avais pas eu une Vous arme. étiez comme un prisonnier qui sort de 50 tôles et qui voit sa première femme. Oui, mais vous m'avez jamais vu avec ma MP5 dans les mains. C'est encore Je ne autre peux pas chose. savoir, c'est une image mentale à la limite de maître pervers. Il faut pas. Bah, vous me verrez avec ma SKS et vous comprendrez que j'aime aussi le bois l'acier bronzé. Ok, Voilà, bronzé. ça. On va garder ce terme comme mot-clé pour cet épisode. Moi, je propose juste une dernière chose, c'est que vu que vous êtes tous les deux des grands fans de cette arme, je propose que nous fassions une journée anniversaire, une journée de fête pour le G3. Je propose une date au printemps, euh, en mai, par exemple le 7 mai. Et je partirai là-dessus. Le 7 mai, j'en prends bonne note. Je ramènerai également les MP5. Et pour C'est que la parfait. fête soit plus folle, un HK P7. Oh, oh, alors ça je dis pas non. Ah, Chez HK, quand il y a P dans le mot, ça commence à m'intéresser. ah, ah. C'est quand même des concepts assez novateurs, hein. On dirait pas comme ça, mais dans les années 60-70, ils étaient vraiment, c'était un laboratoire, hein, d'un point de vue technique. Donc, je prends quand même bien note de vos remarques. Je propose de ramener le score pratique du Gay Dry à 2 sur 5. Comme ça donne une note globale de 3,5. Oui, je pense que c'est honnête. Ça, il les mérite. C'est trop. Voilà. Vous êtes vraiment, mais vraiment extrêmement généreux. Non, mais il est vraiment, enfin, c'est l'équivalent en arme longue du Glock 43 pour un utilisateur qui souhaite rechercher la difficulté pour s'améliorer. Bah finalement, c'est pas dans une arme à la mécanique souple qu'on trouve ce genre de choses. C'est une arme qui pousse l'utilisateur dans ses derniers retranchements, qui ne tolère aucune erreur, ou qui a des conditions d'utilisation telles que le tireur, par ses compétences, arrive à compenser les lacunes de son arme. C'est pour ça que je vois un potentiel dans le G3 pour ces raisons-ci. C'est une arme de donjon. Voilà, vous avez compris, monsieur Abidjan. Je crois que vous qui souhaitez vous améliorer au fusil, vous savez ce qu'il Je vous reste à souhaite faire. absolument pas m'améliorer au fusil. Nous attendons
de pied ferme de vous voir avec votre G3. Je me réjouis Non mais d'abord, je ne souhaite pas m'améliorer au fusil. J'en ai pas besoin et j'en ai aucun intérêt. C'est une arme de donjon. Il faut l'appeler maîtresse. C'est pas possible. Il faut arrêter les conneries 2 secondes. Non, c'est pas une arme pour moi. Ah, bah, Donc, Très bien, bref. très bien. En tout cas, merci pour cet épisode passionnant sur une arme qui ne l'est pas moins. Je dois l'admettre, même si c'est pas ma tasse de thé. Merci donc à Monsieur Pretoria pour la création de cette carte. Merci à Monsieur Rangoon pour ses observations et ses anecdotes fascinantes. Et à nouveau pour avoir montré un aspect de sa personnalité que tout le monde aurait préféré ignorer ce soir. Et je vous souhaite à tous les deux et à nos auditeurs, ou à notre auditeur dans le pire des cas, une bonne soirée. bonne soirée. Bonne soirée. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Les esthètes de la ferraille.